Alors, je voudrais rappeler à nos auditeurs de Radio Courtoisie qu'ils sont bien sur le libre journal de la vie française et que ce soir nous recevons Nicolas Dupont-Aignan pour parler des régionales et de la politique française avec lui. Nicolas Dupont-Aignan, alors, vous faites l'actualité et puis notamment sur l'histoire de l'état d'urgence qui plaît tant finalement aux Français. Sauf que Henri Emmanuelli disait, il y a encore, écoutez, je crois que ces jours-ci ou même aujourd'hui, disait que l'état d'urgence c'est une idée de notre cher François Hollande. Et il me semble que vous l'avez eu avant. Oh, on va pas se battre pour avoir l'idée, mais moi je me souviens au lendemain des attentats du mois de janvier d'avoir été voir le président de la République, reçu comme tous les chefs de parti, et de lui avoir proposé l'état d'urgence. D'ailleurs, le Figaro en atteste. C'est monsieur Cambadélis, pas Emmanuel. Cambadélis, de ma part. Qui est un grand menteur, je l'appelle super menteur, qui, sur RTL, a joué les... Bon, on va pas se battre pour ça. Ce qui me désole, c'est qu'il ait fallu attendre 311 jours pour enfin prendre une première série de mesures qui d'ailleurs n'est pas complète pour assurer la sécurité des Français. Alors moi ce que je voudrais savoir, c'est quand vous avez rencontré François Hollande, quelle a été sa réaction quand vous lui avez parlé de l'histoire de cette idée d'état d'urgence? Écoutez, je lui avais proposé très clairement, j'avais dit trois choses très simples. État d'urgence. Je parle de votre première rencontre. Oui, au mois de janvier, oui. Après les attentats. Ensuite j'avais dit fermer les frontières et j'avais dit incarcération des djihadistes de retour de Syrie, notamment les plus dangereux. Quelle avait été sa réaction? Vous savez, quand il nous reçoit, il écoute, et puis voilà, il en fait ce qu'il veut. Mais il donne aucune... Alors ça dépend. La deuxième entretien que nous avons eu, c'est suite aux derniers attentats, malheureusement. Et là, il m'a expliqué qu'il ne croyait pas aux frontières. Bon. Je lui ai dit, le problème, c'est pas que vous y croyez ou pas, c'est que tous les pays du monde garantissent leur sécurité par le contrôle des frontières nationales, pas européenne. Et donc on est reparti dans le mythe des frontières européennes et tout le tintouin, si je puis m'exprimer ainsi. C'est ahurissant. En vérité... Est-ce que vous lui avez reformulé également vos anciennes demandes, à savoir justement bien sûr, cette histoire d'état d'urgence? Bien sûr. Et on a même été plus loin puisqu'il y a eu un débat parlementaire très intéressant le jeudi matin qui a duré jusqu'à 14 h. Et il y a eu des amendements que nous avons proposés. La gauche les a refusés. Je prends par exemple un amendement d'Alain Chrétien, un député républicain, très bien d'ailleurs, de Haute-Saône, qui avait proposé la saisie des ordinateurs et des téléphones portables lors des perquisitions. C'est vital, parce que la loi de 55, il n'y avait pas d'ordinateur et de portable à l'époque, de téléphone mobile. Donc, et là la gauche a refusé. Ce qui fait que quand j'ai rencontré la semaine dernière un policier en province de la BRI, je lui ai dit, alors, comment ça se passe les perquisitions? Il m'a dit, ça se passe très bien, sauf qu'on ne peut pas saisir les ordinateurs. Donc quand vous allez chez un djihadiste et que vous ne pouvez pas saisir l'ordinateur où il y a tous ses contacts, c'est quand même gênant. Voilà. La fouille des véhicules. J'ai vu mon commissaire de police, l'état d'urgence ne prévoit pas la fouille des véhicules, donc il faut toujours demander une autorisation au procureur de la République en 6 exemplaires, il refuse un coup sur 2. Donc si on fouille pas les véhicules, comme les armes sont dans les véhicules, pour se déplacer, c'est gênant. Et puis enfin, le contrôle d'identité par les policiers municipaux qui a été refusé par le gouvernement. Donc si vous voulez, il y a une gigantesque mystification. Si je devais résumer l'action du gouvernement, c'est trop tard, trop peu. Voilà, trop tard, trop peu. Ils sont en retard d'une guerre. Malheureusement, c'est une tradition nationale. Souvenez-vous des pauvres soldats qu'on a envoyés avec leurs habits en 14. Souvenez-vous de la ligne Maginot. On est toujours en retard d'une guerre dans ce pays. C'est quand même dommage. Voilà, c'est tragique. C'est tragique parce que, je vais vous dire, ce qui est tragique, c'est de se dire que de temps perdu, que de vie gâchée, que de blabla insupportable. Maintenant, il faut combattre, il faut se battre, voilà, c'est le combat politique que je forme. Alors, quels sont justement les arguments que la gauche a pu donner par rapport à votre proposition qui a été refusée? Toujours les mêmes choses, Cour européenne des droits de l'homme, liberté publique, tout le tintouin. Mais c'est absurde, parce que la liberté de se faire assassiner à une terrasse de café, c'est ça? Ça veut dire quoi? Tout ça est grotesque. Ils sont en retard d'une guerre, ils ne comprennent pas que c'est une guerre à mort, c'est le cas de le dire, et que le meilleur hommage entre nous, qu'on puisse rendre aux victimes, le meilleur hommage, c'est d'en finir avec ces dingues, ces barbares. Et pour ça, il faut s'en donner les moyens. J'ajoute un dernier point.
J'ai été dans plusieurs commissariats parce que j'aime bien, je suis un des rares hommes politiques qui aime bien aller voir sur le terrain ce qui se passe. On apprend beaucoup. Et j'ai vu à quel point notre police nationale était démunie. Réduction d'effectifs d'ailleurs du gouvernement précédent principalement. Faut être honnête. Deuxièmement, manque de matériel. Les gilets pare-balles, truc tout bête. J'étais dans un commissariat de Paris là hier ou avant-hier. 20 gilets pare-balles pour 320 gardiens de la paix. Et encore les gilets pare-balles sont pas adaptés. C'est-à-dire qu'ils peuvent pas les mettre dans la voiture. Alors il y a les vieux gilets pare-balles qui servent à rien. Et donc il faut qu'ils... Pourquoi est-ce qu'ils peuvent pas les mettre dans les voitures? Parce qu'ils n'ont pas été conçus correctement. Donc ils sont dans le coffre. Alors ils peuvent les mettre quand ils gardent des bâtiments publics. Enfin, vous vous rendez compte. Et une commande, ça je le sais par les syndicats de police, une commande a été passée au lendemain du mois de janvier. Pour notamment les BAC, Brigade Anticriminalité de Paris. 92, 93, 94. Le matériel n'est jamais arrivé. Jamais arrivé. Alors moi j'ai donné ma réserve parlementaire, j'ai écrit au président de l'Assemblée là pour dire si chaque député donne sa réserve parlementaire, vous savez la réserve parlementaire c'est un crédit. Rappelez-nous ce que c'est, oui s'il vous plaît. C'est pas nous qui l'avons parce que les gens croient qu'on a de l'argent dans notre poche, non. C'est un crédit qui est prélevé sur l'Assemblée nationale, et en fait sur le ministère de l'Intérieur, et qui est affecté aux communes ou aux associations de notre circonscription. 130 000 euros. 130 000 euros par député. J'ai demandé au président de l'Assemblée de pouvoir verser cette somme pour l'achat de matériel pour les policiers. Parce que moi, ça me rend malade de me dire qu'on a des policiers qui peuvent se faire abattre comme des lapins dans Paris ou ailleurs. Alors, j'ai écrit à tous mes collègues, et je vais voir si on est un certain nombre, à préférer soutenir la police plutôt que de donner des subventions aux associations de pêche à la ligne. C'est charmant, et j'ai rien contre la pêche à la ligne, mais je pense qu'en période de crise, chacun doit faire un effort. Et vous savez, si tous les députés et sénateurs faisaient la même chose que moi, ça fait 130 millions d'euros. Voilà. Donc des voitures, du matériel. Nos policiers, nos gendarmes sont des héros des temps modernes. Ils sont insultés, crachés dessus, ils sont pas défendus. Donc il faut penser à eux et il faut qu'ils puissent intervenir vite s'il se passe quelque chose. Les fusils, ils n'ont pas des fusils adaptés. Ils peuvent pas répondre aux terroristes. Alors, on a vu également... C'est du basique, hein, pardonnez-moi, c'est de la base, c'est du concret. Mais quand est-ce que pardonnez-moi, mais quand est-ce que les ministres vont sortir de leur bureau? Bon, ça malheureusement, on ne peut pas vous répondre. Alors, moi je voudrais qu'on parle également d'une dotation de 850 000 euros. J'ai vu passer ça. Alors là, Gonzague de Chanteyrac, qui est également attaché parlementaire, pourra nous en dire un peu plus. Cette dotation de 850 000 euros devait passer auprès de la gendarmerie. Elle a été tout bonnement supprimée. Alors c'est Yannick Moreau qui a relevé ça. Peut-être que notre ami Benjamin Izarn... Oui, alors pour resituer le contexte pour les éditeurs de Radio Courtoisie, effectivement, de mémoire, le 22 novembre, au journal officiel de la République française, on a vu passer des tableaux où il y avait effectivement la suppression de 850 000 euros de crédit affectés pour la gendarmerie et la police nationale au profit d'une case intitulée sobrement coordination de la politique gouvernementale. Alors qu'est-ce que ça veut dire derrière? On ne saura vraiment jamais. Peut-être que le contribuable associé est habitué de ces tours de passe-passe. S'il s'agit de renforcer effectivement l'émission de Vigipirate, de Sentinelle, de la réaction suite à l'état d'urgence, pourquoi pas, mais ça paraît un petit peu surprenant effectivement de retirer ces 850 000 euros et un certain nombre d'élus redistribuer ailleurs quelque part, ça paraît très surprenant. Un certain nombre d'élus justement se sont interrogés et n'ont pas eu de réponse. N'ont pas eu de réponse du gouvernement. Alors pour reprendre justement l'information de Gonzague, ces 850 000 euros qui ont été supprimés à la police et à la gendarmerie ont été affectés donc à la coordination du travail gouvernemental. On parle notamment de l'affectation de crédit à la COP 21, mais qui était déjà prévue depuis très longtemps. Donc c'était dans les mesures qui étaient votées pour le projet de loi de finances antérieur. Dans le même ordre d'idée, ce matin est paru au journal officiel de la République française. Alors non, attention, Benjamin Izarn, c'est très bien, mais alors ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que c'est 850 000 euros qui devaient être versés à la gendarmerie. Et à la police et à la gendarmerie ont été versés à la coordination du travail gouvernemental. Quasiment une semaine après les attentats, alors que le gouvernement a tort et a cri nous affirmer qu'il allait placer toute son énergie les futures grandes dépenses publiques pour la police et la gendarmerie. Et donc vous nous dites qu'a priori ça aurait été reversé ensuite à la COP 21 ? À la coordination du travail gouvernemental et notamment à la COP 21.
Et aujourd'hui, le gouvernement récidive. Un nouveau décret ou arrêté, excusez-moi, est sorti pour affecter des crédits qui étaient prévus pour l'administration pénitentiaire, qui étaient prévus pour la police, pour la gendarmerie, notamment à des subventions pour des médias et aussi au travail pour la COP21. Donc de l'argent qui passe par la fenêtre. Et nous l'avions dit, contribuables associés, en organisant une réunion parlementaire à l'Assemblée nationale en juin, que l'armée française a été sacrifiée sur l'autel de l'État-providence. On a beaucoup d'argent dans ce pays, mais on préfère financer des gaspillages d'argent public, on préfère mettre de l'argent n'importe où plutôt que pour la sécurité des Français. Et la sécurité des Français, elle doit être assurée par autre chose, par plus de dette et de matraquage fiscal. Alors là, il a tout à fait raison sur un point. Oui. J'ai repris des chiffres impressionnants. Sous le mandat Sarkozy, moins 55 000 postes de militaires, de policiers, de gendarmes et de douaniers. Moins 55 000. Sous le mandat Hollande, moins 23 000, qui n'est pas fini. Ça veut dire que sous les deux mandats, on arrive à près de 80 000 suppressions de postes dans notre État régalien, armée, police, gendarmerie. 80 000, 50% si je ne m'abuse. Non, heureusement. Non, 80 000 si vous comptez l'ensemble, c'est de l'ordre de 400 000. Ça veut dire quand même 20%. Ça veut dire que dans les 8 dernières années, au moment où le monde est instable, j'étais à la commission de la défense, je suis à la commission des affaires étrangères, nous n'avons cessé d'alerter sur l'instabilité du monde, la montée des périls djihadistes, la déstabilisation de l'Afrique. Nos dirigeants ont supprimé les postes qui sont les plus obéissants. Car vous n'avez jamais vu un militaire faire grève, ni un gendarme, ni un policier. Alors Donc, c'est une honte. Et c'est pourquoi cela me fait doucement sourire, si ce n'était pas tragique, quand je vois certains hommes politiques, que j'entendais Madame Pécresse récemment, demander un bouclier pour la sécurité. Je lisais ça dans le Figaro. Et quand je pense qu'elle était ministre du budget qui a le plus sacrifié les postes de policiers, je m'interroge. Quand j'entends Monsieur Bartolone et les autres à gauche nous faire des grands cinémas sur les effectifs, et que je vois, vous savez qu'on supprime encore un douanier par jour dans notre pays. Un douanier par jour, nos frontières sont des passoires. Donc monsieur a raison, qu'est-ce qu'on fait de notre argent? Où il va? C'est ça la vraie question. Mais je n'ai cessé de demander qu'on arrête de sacrifier notre État régalien. On a besoin d'un État fort, musclé. Ça ne veut pas dire obèse, c'est pas la même chose. Alors, je reprends mes propos de tout à l'heure quand je vous disais ça représente 50% de l'armée française, l'armée de terre, pardon. L'armée de terre est constituée à peu près, si je ne dis pas de bêtises, nous avons reçu... En tout, c'est 200 000 hommes pour l'armée. Nous avons reçu Nicolas Dhuicq la dernière fois et qui nous a parlé de 80 000. Il nous a dit que malheureusement l'armée française, elle tient sur un stade de foot maintenant. Dans le Stade de France, oui. Dans le Stade de France, oui, pardon. L'armée opérationnelle. Classique, quand même. Opérationnelle, absolument. C'est terrible. On a déjà quelques questions de nos auditeurs, et notamment donc un de nos auditeurs qui nous dit avec le permis de port d'armes, il n'y aurait pas eu de mort au Bataclan. Comment vous réagissez par rapport à cela? Je ne suis pas totalement d'accord avec ça parce que on peut imiter les Américains, mais les Américains, il y a encore une fusillade maintenant. Je veux dire que certes. Il y aurait pu avoir une réaction plus rapide, mais en même temps, quand on voit le nombre de morts qu'il y a, quand le port d'armes est généralisé, je suis assez sceptique. En revanche, moi, j'ai alerté, et je peux le dire, certains préfets m'ont fait remonter que, c'est curieux, dans certaines cités, il y avait des permis de chasse qui étaient passés. Comme s'il y avait beaucoup de lapins et de chevreuils dans les cités françaises. Et je trouve qu'on devrait s'inquiéter de cela, c'est-à-dire que des personnes passent leur permis de chasse et ce faisant peuvent acheter des armes lourdes de chasseurs où il y a quand même des armes alors même qu'ils n'ont pas une tradition de chasse. Tout ça est très inquiétant pour la suite. Je mets en garde. J'insiste sur aussi la désorganisation de nos services de renseignement. C'est pas la faute des agents qui sont remarquables, mais la suppression des RG. Les renseignements généraux par le gouvernement précédent est une catastrophe. Les renseignements généraux, tout le monde se fichait de leur tête, mais ils irriguaient la population française, ils écoutaient dans les mosquées, on les voyait, nous les maires. On n'y voit plus personne. On a supprimé les renseignements généraux, on les a fondus dans une démarche beaucoup trop scientifique. Alors on peut espionner la terre entière avec des écoutes, mais s'il n'y a personne pour connaître le terrain, savoir ce qui se passe dans le pays, c'est terrible. Donc,
vraiment, moi j'ai le sentiment que là, il y a une responsabilité conjointe des dirigeants politiques français qui est écrasante. Et il ferait mieux de ne pas la ramener, si je peux m'exprimer un peu vulgairement. Alors on a une autre question toujours d'un auditeur qui rejoint un peu vos propos, qui nous dit: après les attentats de Charlie Hebdo, il aurait fallu envoyer l'armée, c'est plus une affirmation qu'une question, il aurait fallu envoyer l'armée dans les zones de non-droit pour fouiller les caches d'armes. Très clairement, il aurait fallu mettre l'état d'urgence. L'armée n'est pas toujours indiquée, et les militaires, à juste raison, ne sont pas faits pour certaines tâches. Mais nous pouvions tout à fait mettre en œuvre l'état d'urgence, que l'armée contrôle certains points et que les forces de sécurité fassent les perquisitions nécessaires. Moi, dans ma ville, ça faisait longtemps que j'indiquais qu'il y avait 2 familles suspectes. Il a fallu attendre 130 morts pour que tout à coup il y ait une perquisition de fait et qu'on trouve en effet 2 personnalités suspectes. Voilà, qui consultent des sites djihadistes, qui sont repartis dans un pays étranger, tout. Moi je l'ai signalé il y a 5 ans. Et je suis maire d'une ville de 30 000 habitants, et je passe pas ma vie à espionner mes concitoyens, mais les infos me remontent. Tous les maires le savent. On a transmis tout. Donc, il y a un moment, vous savez, c'est un désarmement moral d'abord. Relisez Les tranches des fêtes de Marc Bloch, livre terrible sur la défaite de 40, et vous verrez que d'abord le désarmement il est dans les têtes, et qu'il faut d'abord réarmer dans sa tête, et après il y a tous les moyens. Nous avons une bonne police, une bonne gendarmerie, nous avons des gens exceptionnels, nous avons un peuple de bon sens, et je peux vous dire que si on se réarme dans notre tête, il n'y aura pas de souci. Alors vous parlez d'un peuple de bon sens. François Hollande ce soir a augmenté de 50% dans les sondages. À 50%. De 50%. À 50%, pardon, tu as raison de me reprendre, Gonzague. Voilà. Excessif peut-être. Alors, c'est ça que vous appelez un peuple de bon sens? Qu'est-ce que vous répondez à ça? D'abord, il est normal que le président de la République, qu'on l'aime ou qu'on l'aime pas, dans des circonstances aussi graves, remonte dans les sondages. Et heureusement, je dirais presque. Parce que sinon, ça voudrait dire vraiment qu'il n'y a plus rien. Après, il faut laisser le temps au temps. C'est-à-dire que les Français vont se rendre compte très vite, je pense, que les mesures sont cosmétiques. Qui a eu quand même des mesures de prise. Il ne faut pas non plus... je crois qu'il faut, dans la vie politique... Donc vous reconnaissez que François Hollande a pris quand même des mesures. Ah, enfin, heureusement. Et trop tard. Non, pas totalement efficace. Et c'est bien là le problème. C'est qu'il a pris des premières mesures qui sont incomplètes. Trop tard, trop peu. Mais je pense que les Français vont s'en rendre compte. Quand même, d'après vous. Comment ? Il fallait les prendre quand même, d'après vous. Il fallait les prendre. Trop tard, trop peu, ça veut dire quand même qu'il y a quelque chose. C'est ce que je vous dis. Je crois qu'il faut essayer d'être juste. Parce que si on est injuste et politicien, on n'est pas à la hauteur de l'enjeu. La hauteur de l'enjeu, c'est de prendre un vrai état d'urgence, c'est-à-dire de le compléter. C'est, encore une fois, j'ai parlé du bagne de Cayenne. Alors je sais que les Guyanais m'en veulent beaucoup, que même il y a les maires des Guyanes qui portent plainte contre moi. Mais j'ai essayé d'expliquer à nos amis guyanais que d'abord le bagne n'était pas pour les Guyanais. Il était pour les dangereux personnages de notre pays. Donc il n'y a aucune insulte pour les Guyanais de parler du bagne. J'ai parlé du bagne, j'assume Cayenne. Je dis que quand un type a été en Syrie prendre les armes, il a pris les armes pour des barbares. Il a combattu l'armée de la France. Quand il rentre sur le sol, il doit être en état d'arrestation pour haute trahison. Un point, c'est tout. Eh bien, on m'explique que c'est pas possible. La droite, pareil. D'ailleurs, les Républicains, pareil. C'est pas possible. On ne peut rien faire. Je suis désolé. Et j'ai demandé l'éloignement dans un... Cayenne est un symbole. Après, on peut les mettre à Saint-Pierre-Miquelon. Alors, je vais me fâcher avec les gens de Saint-Pierre-Miquelon ou sur un îlot perdu. On s'en fiche. Mais il faut prendre une mesure de précaution, d'isolation, d'éloignement pour des gens qui ont été combattre nos valeurs. Mais c'est élémentaire. Et si j'avais été président à cette époque-là, dans la nuit, j'aurais pris l'article 16. J'aurais fait arrêter les 300-400 personnes les plus dangereuses. Immédiatement. J'aurais pris l'article 16. Il y a l'article 16 pour ça. Rappelez-nous ce que c'est que l'article 16. L'article 16, c'est l'article qui permet au président de la République de prendre toutes les mesures qui s'imposent. Ce qu'on appelle les pouvoirs spéciaux. Exceptionnels. Et je ne l'aurais pas pris d'ailleurs pour 2 mois, mais pour quelques jours. Et puis après l'état d'urgence, voter, et puis après fermer les frontières, remettre des contrôles aux frontières, mettre en place un système informatique comme en Angleterre. Vous allez à Londres, votre passeport est scanné. Il est croisé avec un fichier électronique.
Vous passez la douane pour aller à Londres, le douanier français, il regarde en mâchant son chewing-gum parfois, et ça m'agace, il regarde le passeport. Bah, il faut lui donner peut-être un fichier, mais ça, non. Le président ne croit pas aux frontières nationales. Monsieur Valls l'a confirmé, il ne croit pas aux frontières nationales. Monsieur Sarkozy non plus d'ailleurs. Il a dit qu'il fallait inventer un Schengen 2. Donc tous ces gens-là, mais c'est normal, ils ont supprimé les frontières nationales. Nous n'étions que 2 à l'Assemblée avec Philippe de Villiers à refuser en 98. Bon. Donc à un moment, il va falloir prendre des mesures quand même. Alors je voudrais qu'on revienne, vous avez parlé de François Hollande, qui a quand même pris des mesures, qui a fini par écouter les différentes personnes qu'il a pu interroger. Est-ce que justement, il ne faut pas continuer à soutenir quelque part les premières actions de François Hollande et l'encourager à les prolonger? Écoutez, non, il faut d'abord lui demander des comptes. L'unité nationale, c'est pas la poussière sous le tapis. Il y a eu la période de deuil, mais maintenant il faut quand même demander des comptes à ce gouvernement et à ceux qui les ont précédés et qui nous donnent des leçons à longueur de journée. Est-ce que les comptes ne devraient pas être demandés plus tard? Bah, écoutez, chaque jour perdu est une mise en danger de la population française. Et la seule chose que je regrette, moi, c'est après le mois de janvier de ne pas avoir tempêté plus, parce que j'avais demandé tout ça. Et si vous voulez, il y a une telle pression de la pensée unique dans notre pays que quand j'ai parlé de Cayenne, j'étais cloué au pilori. Quand j'ai parlé des frontières, n'en parlons pas. Donc il y a une telle pression, et moi le regret que j'ai pour la période passée, c'est de ne pas avoir tempêté assez fort. C'est difficile de s'exprimer dans notre pays. Hein. Alors là, je vais vous dire, moi je vais rien laisser passer, parce que je ne veux pas qu'on revoie 130 morts dans Paris, ou à Lyon, ou à Marseille, demain matin. Alors vous avez parlé d'unité nationale, est-ce qu'il n'y aurait pas une unité nationale à trouver justement pour les personnes, les groupes politiques qui pensent un peu comme vous, et qui préconisent des mesures un peu comme les vôtres? Bah, tout à fait, ce serait précieux. Bon. C'est le moins qu'on puisse dire. Bon. Mais ça viendra. Alors, on a parlé de sécurité nationale, on va parler un peu de sécurité régionale. Qu'est-ce que vous préconisez, qu'est-ce que vous proposez au niveau de la sécurité, qu'est-ce qu'on peut faire au niveau de la région? Alors, au passage, je voudrais rappeler, j'ai un peu zappé Gonzague, ta chronique, on avait parlé de vous présenter, mais j'ai voulu rentrer directement dans le sujet. Et je voudrais rappeler que j'ai découvert ça justement dans le document que tu as pu m'adresser, que vous avez travaillé en tant que sous-préfet, je crois avec le rang de sous-préfet pour la région Île-de-France. Oui, ma première expérience... Donc non, pas la première, la deuxième. C'est un sujet que vous connaissez de l'intérieur, finalement, la région. Oui, alors. Oui, c'était très intéressant d'ailleurs. J'étais avec un grand préfet qui s'appelait Olivier Philippe, qui était un grand gaulliste, et puis Christian Sauter, qui avait été nommé par François Mitterrand, mais 2 personnes, une de gaulliste, une socialiste, mais qui avait le sens de l'État. Et à l'époque, j'étais tout jeune, travaillé sur un schéma directeur, vous voyez, déjà pour organiser l'Île-de-France. C'est-à-dire essayer d'éviter le bazar qu'on a aujourd'hui. C'est-à-dire embouteillage, mauvais transport, bétonnage, etc. Mais ce document d'ailleurs qui était magnifique n'a jamais été suivi par aucun gouvernement, comme quoi il y a dans les armoires tout ce qu'il faut, simplement il faut des hommes politiques qui prennent les bons documents. Est-ce que ce document vous en est servi pour construire votre programme? Je l'ai pas relu, vous voyez, mais en fait je n'ai pas changé d'avis. Je pense que dans une région capitale comme la nôtre, il faut un minimum de jardin à la française, ou alors de jardin à l'anglaise vraiment ordonné. En tout cas, il ne faut pas le bazar. Je vois monsieur des contribuables associés qui est un peu inquiet parce qu'il doit me prendre pour un étatiste, mais je pense qu'on peut avoir moins d'impôts, moins d'assistanat, et qu'il faut quand même un État et un guide. Et qu'il y a un équilibre à trouver. En tout cas, dans une région comme la nôtre, par exemple, quand je vois qu'on entasse tous les emplois au même endroit, à la Défense et en Plaine-Saint-Denis, et après, on s'étonne que les transports coûtent cher. Mais le général de Gaulle, avec Delouvrier, avait créé les villes nouvelles pour justement équilibrer les choses et faire en sorte qu'il y ait un équilibre habitat-emploi. C'est des choses simples. Préserver les zones naturelles, éviter que la région capitale... vous savez qu'ils sont tous sur 14 millions d'habitants. On est à 12. Est-ce qu'il faut vraiment imaginer une région capitale à 14 millions d'habitants qui pompe toutes les richesses de France? Non. Moi, je voudrais qu'on travaille avec les villes cathédrales qui sont dans le bassin parisien, qu'on ait une harmonie. Je pense, c'est pour ça que... Alors, Nicolas Dupont-Aignan, attention à la vision trop régionaliste, vous voyez ce que je veux dire? Vous parlez déjà... Il faut un aménagement du territoire. Vous parlez déjà de l'aménagement du territoire et des transports, c'est un sujet qu'on va aborder, mais je voudrais qu'on revienne à mon histoire de sécurité, et je voudrais savoir ce que l'on peut concrètement faire. D'abord, quelles sont les compétences au niveau d'une région, au niveau sécuritaire? Eh bien, je vais être très franc avec vous. Oui.
faut pas attendre des régions qu'elles s'occupent de sécurité. Elles peuvent compléter financièrement certains aspects. Elles peuvent développer la police des transports. Elles peuvent mettre des vidéoprotections ici ou là. Mais moi, je vais pas vous mentir parce qu'on est dans les élections régionales et vous faire croire que la région va changer la sécurité. La sécurité, c'est du domaine de l'État. Et voilà, je vois tous les candidats à la régionale qui sortent des plaquettes sur la sécurité. Oui, il faut... Sauf Claude Barthelone. Comment? Sauf Claude Barthelone qui a répondu justement ne pas avoir imprimé de plaquettes sur la sécurité parce qu'il avait imprimé ses tracts après les attentats du 13 novembre. Après ou avant? Avant, les attentats du 13 novembre. Oui, mais Claude Barthelone, il nous dit que la région socialiste fait des efforts pour la sécurité. Ils ont divisé le budget par 5 et ils consacrent 15 millions d'euros à la sécurité pour 12 millions d'habitants. Moi, dans ma ville, je consacre 1 million d'euros à la police municipale, à la vidéoprotection, et j'ai un des taux de délinquance les plus bas d'Île-de-France. Donc, il faut mettre de l'argent pour la sécurité en région, Île-de-France, comme ailleurs, mais c'est pas marginal, c'est complémentaire. Mais le cœur du réacteur, c'est l'État quand même. Nicolas Dupont-Aignan, par ce jeu de questions-réponses, on commence à avoir un portrait de vous. Je pense que les auditeurs de Radio Courtoisie vous connaissent bien, mais on va essayer en quelques instants de le redresser d'une manière plus générale, puisque si aujourd'hui vous êtes un petit peu amer vis-à-vis des hommes du système, au début, vous avez quand même grandi, effectivement, vous avez fait Sciences Po, puis Dauphine, vous avez passé l'ENA, vous êtes administrateur civil, vous avez donc eu des expériences tout à fait louables en cabinet, donc à la région Île-de-France, et puis vous avez été au ministère de l'Éducation nationale avec François Bayrou, avant ses égarements à droite à gauche, on ne sait plus trop, puis avec Michel Barnier, figure européenne. Mais à l'environnement. À l'environnement, tout à fait. Je me suis séparé de lui quand il est devenu européiste. Mais vous avez pris progressivement, effectivement, votre indépendance, puisque au début vous étiez donc RPR, puis un temps compagnon de route de Philippe de Villiers et Charles Pasqua au RPF, revenu dans la machine UMP, vous avez été candidat à la présidence du parti avec un score tout à fait honorable de près de 15% des voix, donc ça c'était en 2002 face à Alain Juppé. Peut-être que face à Nicolas Sarkozy c'était plus compliqué puisque vous êtes à 10%. Il trichait davantage. Mais en tout cas vous avez progressivement construit une émancipation fort d'une assise locale impressionnante, puisque vous êtes maire d'Hyères depuis 20 ans, vous êtes député depuis 18 ans, donc ça veut dire que vous êtes élu depuis 1997. Alors, les électeurs, à la fois de votre mairie et de votre commune, vous plébiscitent, puisque vous faites 77% des voix à Hyères au premier tour de votre élection municipale. Donc vous êtes solidement implanté dans l'Essonne. Je leur dois beaucoup. Alors mairie où finalement vous n'étiez absolument pas connu, si je ne m'abuse, au tout début. Pas du tout. Vous l'avez décroché en arrivant comme ça. Pas comme ça, c'était une ville en faillite. Et j'ai serré les boulons et j'ai divisé par 2 la dette en 20 ans. Tout en investissant, parce que je crois à l'investissement. La campagne électorale. Ah, la campagne électorale, les deux qui se chamaillaient depuis 20 ans étaient tellement catastrophiques que les électeurs ont pris le pari d'élire un jeune de 30 ans qu'ils ne connaissaient pas. Et finalement... Rappelez-nous le score. La première fois, 51% au premier tour. Face et puis après... un maire qui était là depuis 30 ans. Non, 6 ans, non. Non, le maire précédent. 6 ans. La commune socialiste. Depuis combien de temps? Ah non, le voilà. Député était c'est une circonscription qui a toujours été à gauche. Alors les électeurs justement de votre circonscription vous réélisent régulièrement, puisque depuis 1997 vous les représentez. Peut-être, si l'on croit nos députés.fr, au détriment d'une petite règle d'assiduité, mais c'est vrai que le statut de non-inscrit, puisque vous n'appartenez à aucun groupe, vous prive d'un certain temps de parole. Exactement. Vous exercez la fonction de contrôle par le biais des questions écrites, mais voilà, peut-être que... Oui, mais attendez, on ne peut pas être sur les plateaux télé dans l'hémicycle, Nicolas Dupont-Aignan. Méfiez-vous des chiffres de députés.fr. Moi, j'ai pas de temps de parole, je suis non inscrit. Il y a 8 députés ou 9 députés non inscrits, les 2 du Front National, il y a Monsieur Bompard, il y a Jean Lassalle, et nous on n'a pas les questions. Véronique Besse, on n'a pas de questions, on n'a pas le droit de parler, c'est incroyable. On parle à tour de rôle. Donc les statistiques, elles tombent de fait. Voilà, on n'a pas de groupe, on n'a pas le droit. Alors oui, parce que nous sommes libres. D'ailleurs, si vous regardez combien de députés sont élus contre les partis. Moi, chez moi, j'avais un candidat FN, un candidat UMP, un candidat PS, comme Jean Lassalle. On ne doit pas être nombreux, hein, sur les doigts d'une main sur 577. Alors, je dis pas pour autant que, voilà, on fait tout ce qu'on peut.
avec nos modestes moyens. C'est ça qui est intéressant. Je voudrais rappeler tout d'abord que nous sommes sur Radio Courtoisie, on me fait signe, on me le rappelle à juste titre, il faut le rappeler, sur Radio Courtoisie, vous écoutez le libre journal de la vie française, et ce soir nous recevons Nicolas Dupont-Aignan, et nous avons pour lui poser des questions, et également le plaisir de recevoir Benjamin Izarn, qui est chargé de relations publiques pour l'association Contribuables Associés. Et je suis ce soir soutenu par Gonzague de Chanterac, puisque Charlotte, malheureusement, n'est pas là ce soir. Pardon, Gonzague. Oui, Nicolas Dupont-Aignan, nous disions donc que vous avez progressivement, effectivement, construit une formation politique, Debout la République en 1999, qui va devenir en octobre 2014 Debout la France. Et il y a un petit frémissement électoral, c'est-à-dire que par exemple aux élections européennes, où vous portez un discours souverainiste, en 2009 vous faisiez 1,77, en 2014 vous multipliez par 2, vous faites 3,82, presque 4, qui est un score... 4 en métropole, oui. Oui, 4 en métropole, honorable effectivement, oui, et on sent effectivement, notamment en Ile-de-France aujourd'hui, que vous incarnez quelque chose entre le Front National, M. Vallaud de Saint-Just, Madame Pécresse. Est-ce que c'est comme ça que vous vous situez d'abord? Pas totalement, parce que je ne me situe pas entre. Je me situe, au-delà. Ça veut dire quoi? Non, mais très clairement, c'est que je pense que notre pays a besoin d'une alternative sérieuse, crédible, politique. Je pense que le système est mort. Et je pense que tout l'enjeu des prochaines années, c'est de bâtir ce rassemblement patriote sérieux et crédible, parce que ça va être notre devoir de redresser le pays qui est à volo. Et je le fais avec mes convictions gaullistes, républicaines, je le fais comme je le peux. Nous avons beaucoup progressé, nous avons beaucoup de Français qui nous rejoignent. Je suis absolument convaincu que nous sommes utiles, mais que c'est dur, parce que le système est encore très fort, malgré ses échecs accablants. C'est vrai, monsieur a raison, j'ai pris mon indépendance peu à peu, parce que j'ai découvert avec effroi la réalité des choses. Et plus je la voyais, plus je me disais, je ne peux plus me regarder dans la glace en étant avec eux, notamment les traités. Et mon grand combat, vous le savez, c'était la Constitution européenne. On a gagné le référendum avec les Français. Et on a été trahis. Et j'ai d'ailleurs quitté, je crois d'être un des seuls, j'ai quitté l'UMP avant la victoire de Nicolas Sarkozy. Donc on peut pas me dire que j'ai couru après la victoire. Il y a trop de lâcheté. Il faut tout reconstruire. Alors, voilà. Il faut tout reconstruire. De votre et en Ile-de-France, je pense qu'on peut être au-dessus de 10%, avoir un vrai groupe, et je pense que... Pas d'alliance. Si vous êtes qualifié au second tour... Bon, ça, on en parle après, Gonzague. Ça, on va en parler. Je vous répondrai là-dessus. Moi, je voudrais d'abord... D'abord, il y a un premier tour. Il faut être très fort au premier tour. Je voudrais tout d'abord qu'on revienne sur votre parcours de droite, puisque votre parcours, il est concrètement issu de partis de droite, mais vous semez le trouble dans l'esprit de vos électeurs quand vous ralliez, enfin quand Chevènement vous rallie, alors je ne sais pas lequel des deux rallie l'autre. Mais pourquoi? C'est absurde. Jean-Pierre Chevènement est un patriote. La France est en danger de mort. Philippe de Villiers avait hésité justement oui, mais moi j'ai aucune... rapprocher de lui de façon plus importante. La France est en danger de mort. Jean-Pierre Chevènement vient dans ma ville assister à mes universités d'été, fait un discours magnifique sur la politique étrangère et de défense de la France. Au nom de quoi devrais-je le rejeter? Dans la résistance, il y avait des gens de partout. Le temps est venu de sauver notre pays. Voilà. Donc, moi, je suis très fier que Philippe de Villiers soutienne notre liste en Pays de Loire. Je suis très fier que Jean-Pierre Chevènement soit venu saluer mon action. J'ai pas de... Il va bien falloir un moment rassembler. Parce qu'on sait quand même il faut rassembler tous les patriotes. Mais la France, elle est diverse. Il faut la sauver. Ils l'ont tué, notre pays. Eh bien, on va se rassembler. Voilà. Et c'est d'ailleurs, nous serons capables de la rassembler si nous sommes capables de se rassembler nous-mêmes, de nous rassembler nous-mêmes, pardon, avec nos différences. Il n'y a pas... Personne n'a le monopole du sauvetage du pays. Donc moi, tout ce qui m'importe, c'est qu'on multiplie les liens entre les uns les autres et que le moment venu, eh bien, on puisse proposer aux Français justement quelque chose de grand, de beau et de divers. Parce que les Français, sinon, céderont à la peur en se disant on va pas se jeter dans les bras d'un seul parti. Moi, je pense que ça viendra par un rassemblement et il faut laisser un peu de temps au temps et ça va venir. Je suis pas inquiet.
Alors, on remercie au passage nos auditeurs. Nous avons un grand nombre de questions. Mais il n'avait pas fini, votre collègue. Alors, il a l'habitude d'être interrompu. Il est martyrisé. Non, libéré. La question, en fait, Nicolas Dupont-Aignan, c'est qu'on voit également ce même discours avec quelqu'un comme Philippe de Villiers, qui enchaîne les best-sellers dans le roman historique ou dans le livre politique. Vous êtes tous les deux souverainistes. Il avait fait un score un peu meilleur que vous à l'élection présidentielle précédente. Est-ce que c'est cette niche-là ou est-ce que justement vous essayez de la dépasser? Il faut la dépasser parce que la circonstance historique a changé. Philippe de Villiers a été un précurseur, comme Philippe Séguin, comme Jean-Pierre Chevènement, comme Charles Pasqua. Il a dit les choses 20 ans avant. Raison trop tôt. 20 ans avant. Vous savez, moi je leur dois tout. J'ai une immense admiration parce que ils ont pris des positions courageuses quand tout le monde bêlait comme des moutons avec le système. Mon seul devoir, à partir du moment où il y en a qui ont disparu malheureusement, et Philippe Séguin et Charles Pasqua ou d'autres sont quand même dans une carrière politique déjà longue comme Jean-Pierre Chevènement, ou Philippe de Villiers a préféré l'écriture à l'action politique immédiate. Voilà, mon boulot, c'est d'être debout, de faire le boulot. Et puis il y a d'autres jeunes générations. Quand je vois le nombre de jeunes de 20 ans qui sont avec nous, je me dis que la France, elle va ressusciter. C'est évident. Simplement, avec qui, comment, dans quelles circonstances, tout ça ne peut pas venir d'un coup. Ça va venir. Simplement, il faut préparer des mesures sérieuses parce qu'on n'aura pas le droit à l'erreur. Et il faut le faire avec des gens sérieux. Alors justement, qui rassurent. Le peuple français en a vu tellement des vertes et des pas mûres qu'il a besoin d'être rassuré. Donc il faut une rupture. Moi je dis toujours, il faut une rupture radicale et en même temps sereine, sérieuse, crédible, et pas repartir dans on rase gratis, la dépense publique. Là, vous allez peut-être être content. Vous visez par exemple Monsieur Philippot? Non, sur votre gauche. Non, mais oui, je suis pas là pour critiquer des gens qui se battent. Je suis pas là pour critiquer des gens qui se battent courageusement ici ou là. Je suis là pour dire, on n'y arrivera pas si on reste dans des chapelles et si on a simplement une vocation de pouvoir et de conquête démagogique. Les Français ont été vaccinés contre la démagogie. Moi, je veux bâtir un projet hyper sérieux. Alors je sais, on dit c'est pas sexy, c'est pas assez. Je m'en fiche parce que le jour venu, les Français voudront un projet hyper sérieux parce que on est à 5 minutes du naufrage. Alors, vous parlez de rassemblement de gens sérieux. Vous avez rassemblé autour de vous aussi bien des chevènementistes parmi vos responsables que également plusieurs anciens responsables du mouvement pour la France de Philippe de Villiers. Et ça me permet d'aborder le sujet notamment de la candidature de Cécile de Gessé, puisque Cécile de Gessé a eu le soutien officiel de Philippe de Villiers. Alors, on devine qu'il est à plusieurs titres. Tout d'abord parce que Cécile de Gessé est une ancienne du mouvement pour la France, mais surtout parce que en face, il y a un certain Bruno Retailleau, et nous savons que les deux hommes, Bruno Retailleau étant maintenant le président des Républicains au sein du Sénat, a été l'ancien bras droit de Philippe de Villiers. On ne va pas parler de cette histoire qui a trahi, mais il y a de toute façon plus que de l'eau dans le vin à l'heure actuelle entre les deux hommes, mais on est un peu surpris quand même de ce soutien de la part de Philippe de Villiers de Cécile de Gessé, puisqu'il y a sur sa liste un certain Antoine Chéreau, que j'ai le plaisir de connaître, qui est quand même MPF. Alors comment se fait-il que Philippe de Villiers ait souhaité soutenir Cécile de Gessé, une liste... Vous lui poserez la question. Je suppose que vous avez des informations. Cécile en a eu. Cécile de Gessé a dû en avoir. Cécile Belle de Gessé, qu'il estime que c'est une femme loyale, fidèle, qui défend des valeurs et qui ainsi porte le mieux possible son combat. Et moi j'étais très heureux de ce soutien. Nous avons la femme du maire des Sables-d'Olonne qui est candidate comme tête de liste en Vendée. Voilà. Mais vous savez, moi je me pose pas toutes ces questions. Il y a d'autres aliments également en Pays-la-Loire, oui. En Vendée ou en Maine-et-Loire. Alors il y a un autre aliment d'une candidate personnalité du Front National qui vous soutient également. Très bien. Qui était secrétaire départemental, oui, très bien. Cadre du Front National de Vendée. Très bien. Mais il y en a beaucoup en France qui nous soutiennent. Mais alors, ce qui est intéressant, du Front National d'ailleurs, c'est de voir justement qu'il y a comme ça des scissions, notamment au Front National. Mais alors, vous avez plaidé il y a quelques instants pour que justement on mette fin aux petites chapelles et pour rejoindre les grandes cathédrales. Est-ce que vous entendez quand les responsables du Front National vous disent, alors venez,
Venez, Nicolas Dupont-Aignan. Et c'est une des questions de nos auditeurs. C'est une question. Oh, j'imagine. Il y en a beaucoup de questions comme ça. Pourquoi ne pas rejoindre le Front National où vous alliez avec lui pour avoir plus de poids électoral? Question d'un auditeur. J'ai répondu 100 fois à ces questions. Il va falloir continuer. Peut-être, mais je pense qu'on ne sauvera la France que par le rassemblement des énergies. Ce n'est pas le Front National n'a pas le monopole de la patrie. Et si tant est qu'il voulait l'avoir, eh bien, comment dire, il bloquerait les chances de victoire. Et donc je pense qu'il y a tout un souverainisme gaulliste, républicain qui existe dans notre pays, qui est différent de celui du Front National, qui n'a pas la même histoire, qu'il faut le respecter, et que c'est tout à l'honneur de tous ceux qui m'accompagnent de le porter. Voilà. Mais ça, Nicolas Dupont-Aignan, est-ce que c'est pas une remarque il y a 10 ans? Maintenant que Marine Le Pen peut gagner la région Nord, Marion Maréchal Le Pen la région PACA, et certaines autres régions qui peuvent passer. Mais vous ne m'entraînerez pas sur ce terrain glissant. Je réponds ce que je suis, ce que je défends. Il y a des différences, elles existent sur le programme économique. Moi, je veux pas promettre la retraite à 60 ans, le SMIC à 2000 €. Je vais pas rentrer là-dedans. Mais il y a des lignes au Front National différentes. Oui, en tout cas, il y a un programme. Moi, je lis les choses. Excusez-moi. Mais sur une élection régionale, par exemple, Marion Maréchal Le Pen n'a pas les mêmes lignes que sa tante. Il y a un premier tour avec des partis politiques. C'est curieux d'ailleurs, quand on invite un UMP ou un socialiste, on lui demande, ou un Vert ou un Front de gauche, on lui demande jamais de se fondre avec les autres. Eh bien, moi, je défends mes propres idées. Il n'y en a pas beaucoup sur Radio Courtoisie, on vous rassure, Nicolas Dupont-Aignan. Eh bien, laissez que Millefleurs... Vous savez, Mao Tse-tung, c'est pas très à droite, je le reconnais. Mao Tse-tung disait que Millefleurs s'épanouissent. Hein. Bon, laissez les patriotes s'épanouir, et le moment venu, on verra ce qui se passera. Le moment venu, c'est le 7 décembre. Et pourquoi vous anticipez comme ça les choses? Non, mais pour voir si attendez, les Français, moi je mène un combat politique pour mes valeurs. Ce mélange d'indépendance nationale, d'esprit de résistance, d'humanisme, voilà, c'est ma marque de fabrique, je le défends. Il y a des millions de Français qui se reconnaissent dans ces valeurs-là. Eh bien, laissez-les s'exprimer. En tout cas, je pense important que ces valeurs soient portées. Et justement, votre marque de fabrique, votre différence, vous en avez parlé à plusieurs reprises, en tant que membre de contribuables associés, au niveau de la fiscalité, des dépenses publiques. On a entendu sur ce plateau Valérie Pécresse, Valorant de Saint-Just. Vous avez promis dans votre programme 0 augmentation d'impôts pour les franciliens. Alors, justement, est-ce que vous pouvez faire entendre votre différence sur ce sujet? Quel sera votre programme de réduction des dépenses publiques au niveau régional pour justement avoir 0 de la fiscalité locale et remettre à plat toutes les dépenses régionales? Eh bien, je vais vous dire. Vous qui avez pourtant augmenté vos impôts quand vous êtes arrivé à la mairie d'hier. Oui, mais moi j'avais une ville en ruine. Mais là, si vous arrivez, vous aurez une région en faillite également. Oui, mais on peut plus augmenter. Je note quand même que Nicolas Dupont-Aignan a tout de même, pour la ville d'hier, les dépenses de fonctionnement et des dépenses de personnel qui sont inférieures à la moyenne des communes de même strate. Et vous pouvez le retrouver, ces chiffres, sur l'Argus des communes, développé par contribuables associés sur notre site. Il a adhérent chez vous, Benjamin Isard? Non, je suis pas adhérent, mais on a des chiffres. J'ai tellement fait d'économies dans ma ville, ce qui prouve qu'on peut les faire. Ce qui est vrai, ce qu'il faut regarder, c'est les dépenses par personne. Parce que prendre des chiffres bruts, ça n'a pas de sens. C'est ce dont il parle. Donc il faut voir à la fois les communes de strates, est-ce que c'est une strate de 10 000, 15 000, exactement. Et puis effectivement les dépenses d'investissement ou de fonctionnement par habitant. Je dépense 15% de moins par habitant. Voilà. Très clairement, pourquoi je me présente au régional en Ile-de-France? C'est parce que je lutte contre le projet fou financièrement du Grand Paris Express, ce super métro à 30 milliards, qui est le projet, le bébé commun de Monsieur Bartolone et Madame Pécresse. 30 milliards annoncés, mais 50 sans doute, 20 milliards de plus avec les investissements divers. Et pourquoi? Parce que je comprends que des électeurs de Valérie Pécresse se disent mais pourquoi Dupont-Aignan, il vient embêter Madame Pécresse, c'est quoi cette histoire? Moi je vais être très clair, c'est parce que je pense qu'on ne peut pas promettre la stabilité fiscale si en même temps on soutient le Grand Paris Express. Il faut quand même savoir qu'avec un tiers seulement du coût de ce super métro qui fera le tour de Paris à 5 km de Paris, avec un tiers de ces 30 milliards, donc 10, je peux rénover tous les RER, des 3 millions d'usagers par jour, remettre à niveau les systèmes de bus,
en un mot, faire fonctionner les transports en Île-de-France. Et ce qui m'a révolté, comme maire d'Île-de-France, je suis maire de banlieue, c'est de voir Valérie Pécresse, les Républicains, le PS, adopter ce projet de supermétro sans aucune étude économique sérieuse. Le Cercle des transports, qui rassemble des polytechniciens, spécialistes de transport, a écrit un rapport accablant. Aucune étude sur les usagers futurs. Mais tout le monde répète en boucle, le Grand Paris c'est formidable, le super métro, le Grand Paris. Des gares de 50 mètres de profondeur, dans des endroits où il y a une faible densité. J'ai été voir à Champigny, j'ai été voir en banlieue sud du Val-de-Marne, où des tramways 10 fois moins chers feraient l'affaire. Et pendant ce temps-là, on n'est pas capable de rénover les trains, etc. Alors, Madame Pécresse, voyant cela, et Monsieur Barthelone, d'ailleurs, ils sont dans la même ligne, on dit, oh là là, Dupont-Aignan, il a quand même raison. D'ailleurs, Monsieur Delarue, président des usagers des transports d'Île-de-France, le plus grand défenseur des usagers, nous a rejoints. Alors qu'il était très ami avec Madame Pécresse, c'est pas par hasard. Donc les usagers des transports non politisés nous ont rejoints. Alors, c'est très intéressant de voir ça, parce que je le dis pour nos auditeurs, la démagogie électorale. Tout à coup, j'ai vu fleurir de nouveaux projets. Alors j'ai vu le document de Valérie Pécresse, de Claude Barthelone. Alors ils disent, on va tout faire. On va rénover à la Chette 700 bus, 1000 rames, et elle dit, on va faire en leasing. Et puis quand on lui pose la question, mais est-ce qu'on peut financer tout ça et en même temps le Grand Paris? Elle dit, non, mais le Grand Paris, c'est l'État. Ah. Monsieur Barthelone, il dit, le Grand Paris, il faut que l'État nous donne 850 millions d'euros par an. On les trouve où, les 850 millions d'euros? Il n'a pas été capable, lui, de les trouver, alors qu'ils sont au pouvoir. Madame Pécresse, elle dit, non, on fera de l'emprunt. Alors certes, moi, j'accepte pas ça. Et pourquoi je dis aux électeurs... Valorant de Saint-Just, il propose rien? Alors Valorant de Saint-Just, il était élu de Picardie, où il a été sanctionné pour absentéisme. Alors moi, je veux bien que le Front National prenne quelqu'un qui a été sanctionné pour absentéisme comme conseiller régional de Picardie pour faire le ménage en Île-de-France, mais je pense que je serais beaucoup mieux pour faire le ménage. Voilà. Alors, et je veux pas l'accabler davantage. Valorant de Saint-Just a quand même indiqué que... Mais Valorant de Saint-Just m'a donné raison sur les transports. Tout à fait. Mais alors, justement, qu'est-ce que vous répondez? Parce que le problème, c'est qu'il a rappelé que la ligne numéro 1, elle a beau être modernisée, elle marche à bloc, on peut rien faire de plus, donc on arrive à un état de saturation d'un certain nombre de lignes. Eh bien, excusez-moi, Monsieur Valorant de Saint-Just, qui est sans doute un très bon élu de Picardie, ne connaît pas bien les systèmes de transport, je le connais depuis 20 ans. Nous avons un système de transport qui peut fonctionner, qui a plus de capacité qu'à Londres. Simplement, il est mal entretenu, il est mal géré. Il n'y a pas eu les investissements de capacité, l'électronique pour permettre de rapprocher les trains, etc., etc. Ce que je voudrais dire, c'est quand est-ce que dans notre pays, on va arrêter l'ego démesuré, la mégalomanie des élus qui veulent toujours créer de nouveaux équipements au lieu d'adapter, d'améliorer les anciens. Nous avons un système de transport qui, avec 10 milliards, ce qui est déjà beaucoup d'argent, pourrait fonctionner parfaitement, et on invente un truc à 30 milliards qui va ruiner l'Île-de-France. Il y a déjà 3 impôts. Foncier, cotisation des entreprises et taxes sur les surfaces de parking des bureaux qui ont été créés. Et c'est là où je suis révolté. J'étais à un débat avec Madame Pécresse, Monsieur Saint-Just et les 3 candidats de gauche, et c'était la foire aux promesses. Et c'est là, je regardais le programme de Madame Pécresse, elle en promet alors plus 20% pour la culture, plus pour les sports, plus pour tout le monde. Mais est-ce qu'à un moment, les électeurs vont dire aux hommes politiques et vont regarder, moi, mon programme, il y a beaucoup moins de choses. Voilà, il y a moins de choses, c'est plus réaliste, c'est beaucoup plus concret, c'est moins dépensier. Et là, je peux tenir l'objectif. Mais si les électeurs continuent à avoir un réflexe de consommateur, on reçoit des lettres surréalistes de tous les lobbies. À chaque fois qu'on se présente à une élection en France, je reçois des dizaines de lettres. Est-ce que vous allez faire plus pour la culture? Est-ce que vous allez faire plus pour le sport? Est-ce que vous allez faire plus pour ceci? Est-ce que vous allez faire plus pour le... un lobby qui demandera de faire moins, c'est contribuables associés. Bah oui. Nous, on demande justement la réduction des dépenses publiques. Les contribuables associés, ils devraient voter pour moi parce que je suis le seul qui propose un programme, je dirais, pas de rigueur, de hiérarchie. Je hiérarchise les priorités. Alors, transport, sécurité, apprentissage. Des priorités, si des gens faisaient ça. Subvention, planning familial. Vous n'êtes pas sans savoir que récemment, Marion Maréchal Le Pen a déclaré ne pas vouloir donner de dotation, enfin de subvention, pardon, au planning familial tant que celui-ci sera
politisé. Je reprends ses propos. Et puis nous avons, alors ça c'est un sujet sur lequel Valrand Saint-Just ne la suit pas. Et puis on a également LGBT sur lequel elle dit je ne donnerai pas de subvention. Là aussi, Valrand Saint-Just a une vision différente de la sienne. Et pour rebondir, quelle est la vôtre? Valérie Pécresse également au meeting de la Maïs pour tous auquel vous avez également participé a indiqué qu'elle refuserait de donner des subventions pour les associations qui militent pour la théorie du genre. Donc là aussi il y a peut-être quelques économies à faire. Qu'est-ce que vous en pensez? Planning familial, LGBT, théorie du genre et théorie du genre. J'étais au débat de la Manif pour tous. J'étais très surpris d'ailleurs parce que Valérie Pécresse a fait tout un topo et puis parallèlement elle écrivait exactement l'inverse avec Madame Joanneau aux associations en disant qu'elle organiserait même une gay parade pour la région. Oui. Donc, sachant que la région Île-de-France distribue chaque année 20 000 € pour cette manifestation. Bon, moi, ça m'est égal. Mais je veux pas le double discours. C'est tout ce que je demande. Vous savez, les gens ne croient plus la parole politique parce que quand on peut dire tout et son contraire, qui fait confiance? Est-ce que sur la liste de Madame Pécresse, on élit Madame Joanneau qui est pour l'adoption? Ou est-ce qu'on élit Valérie Pécresse qui dit qu'elle était contre le mariage, mais que maintenant elle est pour parce qu'elle a réfléchi, mais qu'elle l'a pas dit quand elle est allée devant la Manif pour tous. Donc il y a un moment, faut être clair. Moi j'ai toujours été sur clair. Les subventions. Alors sur les subventions, j'étais clair. Inter-LGBT. Alors d'abord je vais être clair sur. Je suis pour la réécriture de la loi Taubira. Je suis pour l'union civile, c'est-à-dire des couples homosexuels puissent bénéficier d'une union civile, mais pas de la filiation. Je suis clair, j'ai jamais changé d'avis. Pas d'adoption simple. Pas d'adoption. Union civile, pas de mariage. Civile, pas de mariage, parce que le mariage c'est la filiation. En revanche, l'union civile, je l'ai toujours défendue, et donc je vais pas dire non parce qu'il y a certains qui sont contre. Voilà, j'ai clair. Sur les subventions, je suis hostile à l'arrêt des subventions au planning familial. Le planning familial, c'est quelque chose de très important qui permet d'aider les jeunes filles. Je trouve que je ne comprends pas comment Marion Maréchal Le Pen a pu aller à cette extrémité. Je trouve ça stupide. En parlant de politisation, Saint-Just. Est-ce qu'il faut faire un audit à un moment donné? Mais non, mais attends, c'est autre chose, ça. Soyons clairs. Qu'il y ait un audit, qu'on vérifie que ce soit pas politisé, mais ça c'est pour toutes les associations. C'est évident. Mais elle l'a pas dit dans ce sens-là. Deuxièmement, sur LGBT, je refuse les subventions aux associations communautaristes. Qu'elles soient communautaristes religieuses, sexuelles, je refuse le communautarisme. Chacun est libre de vivre comme il veut. J'ai été favorable à l'union civile, je déteste l'homophobie, et j'estime qu'on est dans une société de liberté. En revanche, je ne vois pas en quoi l'argent public doit permettre du communautarisme religieux, sexuel ou autre. C'est absurde. Voilà. Et j'ai une position équilibrée. Et je pense qu'on doit rassembler les Français sur ces sujets. Et entre nous, si le gouvernement avait pris une loi sur l'union civile des couples homosexuels sans l'adoption et sans le mot mariage, il aurait fait un référendum, il y avait 95% des Français pour. Mais on a voulu dresser les gens les uns contre les autres, c'est absurde. Voilà. Mais en revanche, moi je suis clair, j'ai parlé de réécriture de la loi, j'ai jamais changé d'avis, je me bats contre le GPA, la GPA, c'est l'esclavage des femmes. Faire fabriquer un enfant dans le ventre d'une femme pour le vendre sur catalogue et tolérer ça par le biais de l'Europe, parce que vous avez vu que la circulaire européenne permet de le faire entrer, c'est scandaleux. Donc moi j'ai une position claire, voilà, sans excès, mais claire. Et il y a beaucoup d'argent à gratter dans les subventions aux associations clientélistes, notamment à l'étranger. On est très bien d'accord là sur les subventions aux associations. Oui. Les subventions aux associations, c'est 500 millions d'euros chaque année distribués par la région Île-de-France à quelques 3500 associations. Il y a énormément de scandales que l'association Contribuable Associé dénonce en permanence, notamment avec un numéro des enquêtes du contribuable sur l'argent des associations. Alors Benjamin Izarn, on va justement. Non, mais c'est intéressant. Vous allez pouvoir poser la question. Laissez-le continuer parce que là, il va pouvoir poser. Il va pouvoir vous poser les questions de savoir où vous allez pouvoir rogner pour essayer de gagner un peu de sous. Tout d'abord, je voudrais rappeler à nos auditeurs qu'ils sont bien sur Radio Courtoisie. Me rappelle, la technique me rappelle qu'il faut rappeler ça à nos auditeurs. Ils sont bien sur Radio Courtoisie. Ils écoutent le libre journal de la vie française. Et ce soir, nous recevons Nicolas Dupont-Aignan dans le cadre de la politique nationale et surtout des régionales. Et nous avons le plaisir d'avoir en face de nous Benjamin Izarn, chargé de relations publiques de Contribuables Associés. Et j'ai la chance ce soir d'être accompagné par Gonzague de Chanterac. Benjamin Izarn, je vous repasse la parole pour justement qu'on approfondisse un peu ce côté subvention. On a commencé à en parler. On a vu vos différences, Nicolas Dupont-Aignan avec les autres candidats. Et je voudrais savoir où est-ce que, avec l'aide de Benjamin Izarn, où est-ce que vous pensez faire des économies? Voilà, sachant que les régions dilapident énormément d'argent public avec les subventions.
avec l'Argus des régions de contribuables associés que vous pouvez retrouver sur notre site internet. On a listé les dépenses moyennes par habitant dans chaque région. Et en Ile-de-France, c'est très important. Je vais vous citer quelques exemples. Donc l'association de bijoux Living Joconde, 22 000 € en 2015. Qu'est-ce qu'elle fait, Benjamin Isdard, cette association? C'est une association qui crée des bijoux de façon collaborative et citoyenne. Écoutez, Nicolas Dupont-Aignan, je pense qu'il faut qu'on change d'activité. Alors sinon, ce qui est plus grave, au nom de la coopération décentralisée, un article de l'Observatoire des gaspillages sur le site de contribuables associés, 300 000 € ont ainsi été versés pour la construction d'une piste cyclable à Santiago du Chili. Donc vous nous avez parlé des travaux du Grand Paris. Est-ce que vous allez nous parler des travaux de Santiago du Chili? Alors je vais être très clair avec vous. Très bonne idée. Il faudrait d'abord vérifier si elle a bien été faite. Il faut supprimer toutes les subventions à l'étranger. Voilà, point. Le boulot de la région, c'est de s'occuper de la région. Premier point. Deuxième point, il faut supprimer toutes les subventions de copinage. Troisième point, il faut vérifier l'utilisation des autres subventions. D'accord ? Enfin, si on budgète 500 millions, je pense qu'on peut diviser par 2 en 5 ans ce budget. Facilement. Parallèlement, je veux quand même rappeler que tous ces gaspillages font des sommes importantes, mais ce ne sont pas les sommes qui suffiront si l'on veut vraiment maintenir la pression fiscale, c'est-à-dire pas l'augmenter. Parce que il n'y a pas de petites économies, Nicolas Dupont-Aignan. Bien évidemment, ça marche toujours, et on est tous d'accord. Madame Pécresse tout à l'heure me disait on va déménager le siège de la région, mais je suis le premier d'accord. On est tous d'accord. Mais le Grand Paris Express, le super métro là, Bartholone, Pécresse. C'est pas de la démagogie. Attendez, le Grand Paris Express. Le siège de Paris. Attendez, le Grand Paris, un peu oui. Le Grand Paris Express, c'est 30 milliards officiels, 50. Et vous savez le coût de fonctionnement de ce métro circulaire qui tournera autour de Paris, là où il n'y a pas de gens à circuler, puisque les gens vont de la banlieue à Paris. 2 milliards par an. 2 milliards par an. Je ne sais pas si on réalise. Donc, ce que je ne voudrais pas, vous savez, c'est le sage qui montre la lune, ou je ne sais plus l'expression, ils vont garder le doigt, enfin je ne sais plus. Vous vous souvenez de cette expression? Le sage montre la lune, l'imbécile regarde le doigt. Donc, on nous fait croire qu'on va faire des économies en enlevant, déménageant le siège, en faisant des économies, en enlevant des voitures de fonction. Il faut le faire. Moi, je l'ai fait dans ma vie en arrivant, il faut le faire. Mais les vraies économies structurelles d'ampleur, c'est revoir notre système de transport. Revoir notre système de transport. J'insiste là-dessus. Est-ce que vous savez, par exemple, qu'en Ile-de-France, il y a 4 intervenants? Il y a la RATP sur certaines lignes, il y a la SNCF sur le réseau banlieue, il y a le STIF qui coordonne, syndicat des transports d'Ile-de-France, et ils ont créé, mais ça c'est la droite qui l'a créé, la Société du Grand Paris, pour pouvoir emprunter des milliards d'euros sans que ça se sache, pour faire des trous autour de Paris. Les Shadocks pompent, creusent, c'est toujours faire quelque chose. Mais c'est dément. 4 organismes. Moi je propose, d'ailleurs c'était une proposition de Roger Carucci. Donc, moi je prends ce qu'il y a de bien partout. Hein, j'ai aucun scrupule. Sénateur républicain des Hauts-de-Seine. Créer une organisation unique des transports. Il faut rationaliser tout ça. Là on va faire des économies, je peux vous dire. Est-ce que ça ne se décide pas au niveau de l'État ? Oh, sans doute, il faut pas faire passer une loi. D'ailleurs, il y a une proposition de loi de Roger Carucci que j'ai signée. Mais vous savez, je pense que tout le monde, il y a un moment, il y a du bon sens. Il faut rationaliser. On peut faire des gestes symboles, déplacer le siège de la région, mais il faut aller au-delà. Si on veut vraiment faire des économies, redéployer. Un autre point, les aides aux entreprises. Moi, je suis désolé, les aides aux entreprises de la région, elles sont bizarres. Pourquoi aider quelle entreprise? Alors soi-disant haute technologie. Alors il y a des entreprises qui sont abonnées à des aides, d'autres qui n'en ont pas. Moi je suis pour les supprimer. Ça va surprendre. Et en revanche, un dossier de contribuables associés justement. Et en revanche, sur le grand scandale de ces aides aux entreprises. Exactement. Faut les supprimer. Plutôt aux grandes entreprises qu'aux PME. Oui, puis aux copains. 200 millions d'euros. Ces 200 millions, je veux les mettre sur mon idée fixe. 0 paperasse pour l'apprentissage. C'est quoi? C'est que les artisans, les commerçants, les PME, aujourd'hui, hésitent à prendre des apprentis, parce que quand ils prennent un apprenti et qu'il est mauvais, ils se le gardent pendant 2 ou 3 ans. Moi, je veux absolument que la région recrute elle-même les apprentis et les mettra à disposition des artisans. Alors, il y aura un coût de ce système. Pour le gérer, mais on peut le faire avec l'informatique, etc. Mais ça va multiplier l'apprentissage. Parce que vous êtes coiffeur, vous êtes pâtissier, vous êtes charcutier, vous aurez un numéro vert, hop, on vous, si je puis me permettre, mettra à disposition un apprenti, et vous n'aurez plus peur de le prendre, parce que vous saurez que s'il ne va pas, vous pouvez le rendre à la région.
Il faut débloquer l'apprentissage. Alors ça, c'est la mission de la région, vous comprenez? Donc votre grande innovation, ça serait ça? Alors il y a ça, il y a la seconde chance aussi pour les jeunes et les moins jeunes qui ont un pépin professionnel. J'estime que ça se traduit comment? C'est une carte de sécurité professionnelle où il y aurait 1 an de formation gratuite dessus, pour ceux qui sont sortis du système scolaire très tôt, pour les chômeurs de longue durée, pour leur redonner une chance, la seconde chance. Et on est dans une société française, à la différence des États-Unis, où quand vous vous plantez au début de votre vie, quand vous échouez au début de votre vie, vous êtes dans une sorte de couloir. C'est gratuit à combien de millions? Je pose la question. C'est un coût. C'est un coût. On l'estime, oui, on l'a chiffré à 50 millions. Mais comme je supprime 200 millions d'aides aux entreprises, j'affecte 50 millions à mon zéro paperasse apprentissage et 50 millions à ma seconde chance. Ça fait 100 et le reste je l'économise. Je le mets sur le haut débit. Exactement, pour être précis. Donc on a tout chiffré. J'ai le seul programme chiffré qui ne dépense pas 1 centime de plus. Alors le haut débit, c'est-à-dire qu'est-ce que vous entendez par... Je l'ai fait dans ma ville. Oui. Fin d'année, là, toute la ville sera, les 14 000 foyers seront 12 500, non 14 000, seront fibrés très haut débit. C'est extraordinaire. Déjà, il y a les 3/4 de la ville qui marchent depuis 1 an. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous pouvez travailler à domicile. Ça veut dire qu'un architecte peut envoyer ses plans, qu'un graphiste peut travailler, que c'est extraordinaire. Il y a ça à Paris. Donc il n'y a plus besoin de transport. Eh bien justement. Mais non, mais c'est fondamental. Il y a déjà ça à Paris, mais à Paris vous avez 4 opérateurs qui se battent pour faire les mêmes cages d'escalier. Et nous en banlieue à 20 km il n'y avait rien. Et alors en Seine-et-Marne encore moins. Il n'y a même pas le téléphone portable. Donc qu'est-ce que je veux? Je veux qu'on vive avec notre temps. Vous savez, les hommes politiques ne pensent pas au monde d'après. Le monde d'après, c'est de voir comment on peut anticiper les innovations technologiques. Et on dépense des milliards pour certains transports, alors qu'on pourrait fibrer toute l'Île-de-France en coopération avec les opérateurs, qui doivent aussi mettre la main au porte-monnaie, pour à peu près 500 millions d'euros. Vous imaginez la rentabilité. Et pour la France, quand on pense qu'on est, vous avez vu vous brancher là-dessus, le fameux TGV pour Toulouse, à 8 milliards, avec 1 milliard, vous fibrez beaucoup de zones rurales françaises. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il est temps de s'adapter au monde d'aujourd'hui, le numérique? Moi, je veux qu'un village de Seine-et-Marne, une ville moyenne de Seine-et-Marne, d'Yvelines et tout, puisse avoir accès au haut débit. C'est une révolution pour ceux qui connaissent. Celle que Dupont-Aignan, c'est la défense de la France périphérique, celle que Patrick Buisson a... Oui. À théoriser. Oui. Vous vous reconnaissez bien là-dedans? Complètement, puisque je suis maire d'une ville de la France périphérique, à la limite. Votre circonscription, je crois, c'est 36% de communes rurales? Non. Un peu plus? Non, ma circonscription est totalement urbaine. Mais je suis à la limite. On commence à voir les champs chez moi. On est à la limite. Et si vous voulez, les gens ne peuvent plus payer les loyers à Paris. On les envoie loin. On les envoie loin, mais les bobos gardent les équipements pour Paris et la petite couronne. Les investissements publics. Donc ils gaspillent beaucoup d'argent, mais ils mettent toujours l'argent pour eux. Et puis ils envoient les plus pauvres loin. Et puis quand on est loin, on est obligé de prendre sa voiture. Il y a des embouteillages et il n'y a pas de RER. Et non, on va faire le Grand Paris Express qui va être à 5 km des portes de Paris. Alors c'est absurde. Vous savez combien d'habitants vivent en Grande Couronne? Est-ce que vous savez combien d'habitants vivent en Grande Couronne? Vous allez nous dire. Yvelines, Val d'Oise, Seine-et-Marne, Essonne. En termes de pourcentage? 6 millions d'habitants, presque la moitié aujourd'hui. Donc ça veut dire que la moitié de la moitié de l'Île-de-France est totalement abandonnée. Payent des impôts pour un Grand Paris qui ne leur profitera jamais. Alors, est-ce que ce très haut débit, vous en avez vu les résultats au niveau de la création d'entreprises chez vous? Oui. J'ai vu un nouveau développement économique. Des gens qui fuient des zones d'activité où vous faites agresser le soir, dans les villes nouvelles justement, et qui viennent et qui mettent leur bureau chez eux. Une nouvelle forme de travail. Il faut y penser. Ils commencent chez eux. Mais c'est une révolution. J'ai des cadres. Leur entreprise les autorise à pas venir 1 journée par semaine en leur disant mais vous avez votre rapport à faire, faites-le de chez vous. Vous imaginez les déplacements qu'on va économiser? Mais on ne vit pas à notre époque. Les décisions politiques sont prises avec 20 ans de retard. Par rapport aux grands aéroports, qu'est-ce que vous proposez en termes de transport? Alors là, j'ai une position qui va peut-être pas plaire. Je suis totalement hostile aux Verts, qui préfèrent défendre la santé des lapins de Picardie plutôt que des habitants d'Île-de-France. Je veux dire par là, je veux dire qu'on a abandonné l'idée d'un 3e aéroport en dehors de l'Île-de-France, ce qui fait qu'on surcharge Orly, qui est l'aéroport incrusté dans le tissu urbain,
et que dont vous Roissy, avez des nuisances sur considérables, et Roissy qui est au bord de l'explosion. Alors Roissy peut encore assimiler pas mal de vols. Je ne veux pas construire tout de suite un 3e aéroport. Je veux qu'on anticipe les choses, qu'on réserve des terrains, comme l'ont fait toutes les grandes capitales mondiales. Vous voyez les problèmes à Notre-Dame-des-Landes aujourd'hui. Oui, mais Notre-Dame-des-Landes, c'est un aéroport absurde, qui n'a aucun sens. C'est une opération immobilière de la ville de Nantes pour reconquérir son aéroport, et c'est pour construire un aéroport qui servira à rien. Donc, le nouvel aéroport français, il faut le mettre à 20 km de Roissy au nord, justement, dans une zone. Beauvais pose d'autres problèmes. Mais il faut le mettre dans un endroit sans habitants, accessible par un TGV très rapide et en duo avec Roissy, qui doit rester un hub. Mais il faut l'anticiper. Mais ils en ont rien à faire de polluer la vie, d'avoir une région irrespirable et d'avoir 1 million d'habitants autour de Roissy qui vit un enfer. Non, les lapins de Picardie sont beaucoup plus utiles. Voilà. Alors je sais, on va se fâcher peut-être avec certains Picardie, mais il y a... Ils votent pas sur votre... Oui, mais il y a mon candidat qui va pas être content. Absolument. Mais je pense qu'on peut en tout cas réserver intelligemment des terrains pour éviter des nuisances demain. Et ça sera beaucoup plus intelligent que le canal Seine-Nord, qui est une absurdité absurde. Toute autre question, Nicolas Dupont-Aignan. Oui. Il y a une polémique en ce moment sur les crèches. Vous êtes maire, vous êtes député. Est-ce que ailleurs il y a une tradition de crèche? Est-ce que vous avez une crèche, ou est-ce que si vous en aviez une, vous la metteriez Alors, si j'en avais une, je la laisserais, parce que c'est notre culture. Mais la crèche est une crèche magnifique. J'invite les auditeurs à venir à l'église de hier. Il y a 2 bénévoles qui font une crèche qui est une beauté, une des plus belles de France. Et toute la ville vient. J'ai recréé un marché de Noël autour de l'église. C'est un des plus beaux marchés de Noël d'Île-de-France, j'en suis très fier. Et la crèche... Il y a une inauguration, le maire est présent? Ah bah bien sûr, je suis de la présent au marché de Noël. C'est le 6 décembre d'ailleurs, le 5 décembre. Saint-Nicolas. Un peu avant. Là, le vendredi soir, vendredi 3, bah c'est demain. C'est demain soir. Et c'est un très beau marché de Noël. Voilà, et on a des chants de Noël dans la ville, et la ville... En revanche, moi, il n'y a pas de crèche à la mairie parce qu'il y a les crèches, elles étaient à l'église. En revanche, j'ai un beau sapin dans mes halls et je mets des beaux sapins. Alors, je sais que c'est pas totalement religieux d'ailleurs le sapin. Mais il y a, je vais vous dire, pourquoi diviser les Français là-dessus? Nous avons des racines, elles existent. Nous sommes un pays millénaire. Nous avons une culture judéo-chrétienne, gréco-latine. Nous avons de nouvelles populations qui ont d'autres religions, qui doivent respecter ce passé, et tout le monde peut vivre ensemble. J'ai, figurez-vous, chez moi, une synagogue et une salle de prière. Et ça se passe très bien, parce que la mairie est très ferme sur les règles. J'ai jamais fait de communautarisme, mais chacun a le droit de prier sa foi dans le respect des autres. En juin 2015, et ça pourrait très bien se faire s'il y avait un peu de bonne volonté. En juin 2015, le Figaro recensait 89 lieux de culte musulmans radicalisés, 63 en voie de radicalisation. Là, on a appris la fermeture de 5 salles de prière clandestines et 3 mosquées radicalisées. Comment est-ce qu'on arrive à avoir un tel différentiel? Écoutez, on revient sur la conversation de tout à l'heure. Mais écoutez, ça fait 20 ans qu'on en parle. J'ai proposé l'interdiction des financements étrangers des cultes. L'interdiction. Oui, mais regardez à Toulouse ou à Béziers, ça fait 20 ans. Il paraît que l'argent est déjà en France et que c'est du blanchiment, notamment par les kebabs. J'ai proposé par ailleurs un fonds par religion, géré paritairement par l'État et les représentants du culte. C'est-à-dire, je ne veux plus de financement direct d'un lieu de culte. Vous comprenez la différence? Dans mon esprit... Là, on vous a parlé de financement indirect. Non, mais attendez. Le financement direct, il n'irait pas à la mosquée X ou Y. Il remonterait dans un fonds géré à Paris, qui affecterait l'argent et qui, ainsi, en vérifierait la traçabilité. Est-ce que c'est pas le vieux réflexe d'énarque, ça? Non, c'est un vieux réflexe de l'État. L'État, il date de Richelieu et d'avant. Hein, et des grands rois de France. Donc, vous savez, moi, je crois à l'État. Vous savez, vous vous souvenez que vous êtes suffisamment... Vous connaissez l'histoire mouvementée des rois de France avec Rome. Hein? Alors, eh bien... que ce soit la Mecque, Rome ou Jérusalem, l'État doit dire très clairement, il n'y a pas de place pour des intrusions étrangères dans notre pays. Et si on avait fait ça il y a 20 ans, on n'en serait pas là. Par ailleurs, il suffit de virer avec perte et fracas les imams qui ne parlent pas français. Je veux imposer le prêche en français, le sermon, je ne sais pas comment on le dit dans les mosquées, en français, comme en Angleterre.
Au nom de quoi ne pouvons pas prendre ces mesures simples? Et je voudrais quand même vous dire une chose. Il y a 90% des Français musulmans qui aspirent à ce que l'État soit ferme. Pourquoi on ne l'est pas? Pourquoi tous les gouvernements ont calé? Je ne vous entends pas reprendre l'idée de Jean-Pierre Chevènement qui était d'organiser justement la religion musulmane en plaçant un imam français. Mais bien évidemment, mais j'en suis totalement d'accord. C'est évident, mais on sait ce qu'il faut faire. Ça fait 20 ans qu'on parle des mêmes choses. On ne le fait pas. Pourquoi? Et vous savez pourquoi on le fait pas? Je vais vous dire, parce que vous ne me posez pas les questions. Vous êtes mieux que Georges Marchais. Vous posez les questions et les réponses. Vous savez pourquoi ils ne font pas? Parce qu'ils ont peur de déplaire à certains États étrangers. Parce qu'ils n'osent pas dire à l'Algérie, au Maroc, à l'Arabie Saoudite, au Qatar, à la Turquie, stop, vous n'êtes plus maître chez nous. Est-ce que vous trouvez normal que les imams à Strasbourg soient formés par la Turquie? C'est ahurissant que l'État ait abandonné ça. Nicolas Dupont-Aignan, il ne reste plus beaucoup de temps. Oui. On a quand même un certain nombre de questions de nos auditeurs, notamment donc d'un de nos auditeurs qui nous dit: que pensez-vous des révélations de monsieur Squarcini, Bernard Squarcini, l'ancien patron des services. Ah oui, très juste, merci. Relayé par Valeurs Actuelles à propos du refus du gouvernement d'obtenir une liste des djihadistes du régime syrien. Très vite. Oui. J'ai toujours dit qu'il fallait soutenir Assad. Je l'ai dit avec Jacques Miard et d'autres. J'ai toujours dit que pour vaincre Daesh, il fallait bien s'appuyer dessus. Et si on n'avait pas fermé notre ambassade à Damas, d'ailleurs c'est Monsieur Juppé qui l'a fermé, entre parenthèses, si on n'avait pas fermé notre ambassade à Damas, on ne serait pas coupé des services de sécurité syriens. Et on aurait peut-être là pour le coup évité des attentats. Alors, Monsieur a raison. Je suis désolé pour nos auditeurs, on a encore plein d'autres questions qui viennent d'arriver. Allez-y, je vais essayer de répondre vite. Voilà. Alors, merci Nicolas Dupont-Aignan d'avoir éclairci votre position, c'est un auditeur, sur le planning familial. Je sais dorénavant que je ne peux pas voter pour vous. Eh ben, moi, je suis franc, moi. Bon, on peut pas vous enlever ce mérite. Moi, vos positions sont claires. La seule façon de désengorger la région parisienne, ça c'est une femme, une auditrice, c'est de décentraliser. Par exemple, en envoyant 1 ou 2 ministères sur des terres pauvres. Comme la manif, alors, bon, après c'est, comme le Massif central, pardon, et de créer une ligne de TGV directe. Bon. Qu'est-ce que vous répondez à cette auditrice? Que l'on mette en place l'aménagement du territoire, oui. Bien évidemment. Bon, après, qui on délocalise là-bas, il faut bien réfléchir. Bon. Les impôts. Alors, l'État... On a beaucoup de bâtiments administratifs là qui en ce moment ne servent pas à grand-chose. On parle avec la fusion des régions. Il y a tout un dossier du Parisien qui a été fait ce matin sur les 80 millions d'euros de l'hôtel de région à Clermont-Ferrand qui va être abandonné à cause de la fusion Auvergne-Rhône-Alpes. Énormément de bâtiments administratifs qui ne servent plus à rien. Mais avant de penser au ministère, pensons d'abord aux économies de la réforme territoriale qui sont le sujet du moment. Merci Benjamin Izarn. Alors, j'ai plein d'autres questions. On va arrêter avec cette dernière parce qu'on n'aura pas le temps. Monsieur le ministre de l'Intérieur, Monsieur Cazeneuve, a dit que le seul danger en France était les identitaires. Et un peu la manif pour tous. Qu'est-ce que vous répondez à cela? Je réponds que quand il y avait des djihadistes en balade, le gouvernement mettait en prison un des jeunes très sympathiques de la manif pour tous. Voilà, donc ça montre bien les priorités de ce gouvernement. Alors, Nicolas Dupont-Aignan, je vous laisse un mot de la fin, puisque nous avons maintenant je voudrais pas cette fois-ci qu'on passe à côté. Nous avons la rubrique de Gonzague de Chanteyrac, le bric-à-brac de Chanteyrac. Je vous laisse le mot de la fin, puisqu'il nous reste moins de 5 minutes, Gonzague, qui en avait besoin de 8. Nicolas Dupont-Aignan, pourquoi est-ce qu'on vote pour vous? Pour mettre fin à la démagogie et pour réussir l'alternative demain, qui devra être... radicale et en même temps sérieuse. Du sérieux, c'est ce qu'attendent les Français. Bon. Et il y a 2 tours. Alors, au premier tour, affichez vos préférences. Il y a 2 tours et ne se maintiennent pas au deuxième tour que les 2 premiers comme dans les autres scrutins. Tous ceux au-dessus de 10% peuvent se maintenir. Donc en votant pour moi, on n'empêche en rien ni les Républicains ni le Front National d'être au second tour. Souvent les gens se disent « Ah mais si je vote pour vous, je vous préfère mais je veux pas empêcher ». Écoutez, il y a le choix, c'est un scrutin proportionnel. Affichez vos convictions, vos valeurs. Donc on a des chances de vous voir au deuxième tour. Je l'espère. Ça ne dépendra pas de moi. Nicolas Dupont-Aignan, merci.